Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Carnet de presse. Ce soir, nous allons partager ce plateau avec deux personnalités de la presse béninoise. Monsieur Ildefonse Odi Aïtedji, il est journaliste, chef de l'édition du journal Le Matinal. Abdou Hakim, il est directeur de publication du journal Option Quotidien. Monsieur Ildefonse Aïtedji, bonjour. Bonjour, monsieur Akan Vizir José. Bonjour, chers téléspectateurs de l'émission Carnet de presse. Alors, monsieur Abdou. Bonjour, monsieur Akan. Je salue tous les téléspectateurs de l'émission Carnet de presse. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, nous allons parler un peu de l'actualité et ce qui se passe actuellement dans le pays. Avec vous, nous allons parler de la chefferie traditionnelle au Bénin. Alors, monsieur Hakim, quels sont vos avis par rapport à la loi votée au Parlement? Bon, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Et à vrai dire, il y avait tellement de pagaille. Il y avait tellement de pagaille quand on parlait de chefferie traditionnelle. Quelqu'un se lève dans une branche, il organise une petite cérémonie, on lui porte une couronne, il devient roi. Il devient roi, il se pavane dans les ruelles et il se donne l'autorité qu'il se confère par lui-même. Et bien là, on se demande, mais où va le Bénin? Où va le Bénin? Parce que, vous savez, dans une organisation, il faut que les gens méritent leur place. On ne s'autoproclame pas roi. La royauté est un fait historique et c'est aussi un fait culturel. Et dans tous les pays du monde, on sait qui est roi, qui ne l'est pas. Et moi, je pense que cette loi votée à l'Assemblée est venue pour réorganiser les choses, pour mettre à l'endroit tout ce qui était à l'envers. Et cela permet aujourd'hui de savoir qui est qui et qui fait quoi. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons 16 royaumes, nous avons 16 rois bien connus. Alors, cela montre que personne ne peut se lever aujourd'hui pour dire je suis roi. Et alors, quand on voit par exemple le roi de Savalou, mais là on sait que oui, la loi lui confère cette autorité et de ce fait, il peut agir pour promouvoir des valeurs culturelles, pour arbitrer culturellement, pour contribuer au développement socio-culturel du pays. Et donc moi je pense que c'est une très bonne chose. Alors, monsieur Aïtedji, la même question qui vous revient. Merci beaucoup, monsieur Akan Vizir José. Je pense que, comme l'a dit mon collègue, monsieur Hakim Abdou, c'est une très belle réforme. Cette loi qui a été votée hier, jeudi 13 mars 2025 à l'Assemblée nationale est une très belle loi parce qu'elle vient assainir un peu le milieu de la royauté. Qu'il vous souvienne que depuis quelque temps, M. Akan Vizir, nous assistons à une pagaille bien organisée dans le milieu de la royauté. Aujourd'hui, cette réforme vient mettre de l'ordre au niveau des rois. Et on sait qui est roi et qui ne l'est pas, qui est chef coutumier et qui est chef coutumier suprême aujourd'hui. Vous voyez? Et puis, il n'y a pas que l'aspect royauté, il y a aussi des avantages liés à la fonction du roi que le gouvernement a quand même voulu promouvoir à travers cette loi. Donc, à mon avis, on ne peut que saluer cette initiative prise par le gouvernement, entérinée par l'Assemblée nationale. Alors, quel serait le sort des rois qui n'ont pas été pris en compte par le gouvernement? Ces royaumes, qui ne sont pas retenus par la nouvelle loi, vont plutôt se conformer aux exigences de la réforme, puisque dans un État, dans une république, il y a un gouvernement. Non seulement qu'il y a un gouvernement, il y a la société civile,
de laquelle se réclame la royauté, il y a aussi le Parlement. Et quand l'exécutif prend l'initiative, les législateurs entériment. Et c'est ce qui s'est passé hier jeudi 13 mars 2025. Les rois qui ne se retrouvent pas dans la nouvelle loi votée par l'Assemblée nationale relative à la sécurité traditionnelle vont plutôt se conformer aux exigences des nouveaux textes. Alors, se conformer aux exigences, c'est-à-dire qu'ils vont se... On va les décoiffer, c'est ça? Non, il ne s'agira pas de les décoiffer du moment où ils ont déjà été intronisés. Je pense que la loi a prévu des dispositions qui vont quand même les permettre de garder la couronne avant la mise en œuvre, la promulgation du texte par le chef de l'État. Puisque ce que nous devons savoir, c'est que quand une autorité morale est couronnée, c'est qu'elle est couronnée à vie. On ne peut plus la décoiffer parce que la couronne est là, les cérémonies sont là. Du coup, les décoiffer, annuler le cérémonial serait un pas-ju, un griffe. Donc j'estime que le texte, puisque je n'ai pas encore eu la chance, le temps de lire tout le texte, donc je présume qu'il y a des dispositions dans la nouvelle loi qui permettent quand même à ces rois, je dirais, mal intronisés, de quand même garder leur pouvoir jusqu'à la fin de leur règne, pour quand même reprendre sur de nouvelles bases. Alors, Monsieur Hakim, je reviens à vous. Alors, puisque vous êtes prince à la cour royale de Tchaourou, parce que selon vous, comment ça peut se passer? Parce qu'il y a certains rois qui n'ont pas été pris en compte. Quelle sera la raison? Merci, cher confrère. Comme je le disais tout à l'heure, la loi est une loi qui a été promulguée, qui a été votée en tenant compte de beaucoup de réalités. Et je disais que la royauté est un fait historique et culturel. Quand les rois, dans l'ancien temps, régnaient, il y avait une sorte de régence. Qu'est-ce que cela veut dire? Le roi d'Abomey, par exemple, dans l'histoire, bien qu'étant roi, il y avait d'autres, je vais dire petits rois, qui régnaient. Des roitelets alors, des roitelets, qui régnaient, mais qui dépendaient directement du roi qui est là, et qui les régentait. Et donc aujourd'hui, moi je pense que le principe continuera. Tous ceux qui ont déjà la couronne, comme l'a dit mon confrère Audi, ne la perdront pas. Quand vous avez la couronne, vous ne la perdez pas. Ça veut dire que vous avez quand même une petite autorité. Vous avez une autorité. Mais avec la loi, votre autorité est quand même, je vais dire, circoncis. Parce que là, vous savez par exemple que si il y a un roi dans les environs de Savalou, je ne vais pas citer des noms, il sait très bien que le roi de Savalou est bien reconnu. Et lui, si les rois dans les encablures du Savalou, il doit savoir qu'en matière de préséance, quand le roi de Savalou est là, le roi de Savalou a plus d'autorité que lui. Et alors, dans cette dynamique, il doit se plier quand même au roi que l'autorité a choisi. Et qui vous souvient que, d'ailleurs, avant de choisir ces 16 royaumes, un travail technique avait été fait. Un travail technique a été fait. Il y avait un comité qui a sillonné tout le pays et qui a revisité l'histoire du Bénin et qui a fait un travail objectif avant de retenir ces 16 royaumes. Donc, c'est dire que ce n'est pas de la brimade, ce n'est pas non plus une reconfiguration
coutumière ou royale du pays, mais c'est juste la mise en ordre de ce qui devait être. Donc ces rois-là, je pense que même de manière sincère, eux-mêmes, ils savent que oui, les 16 qui ont été choisis le méritent et que eux, ils restent en place comme dans l'ancien temps où tel royaume commandait par exemple jusqu'à tel territoire. Et donc, lui qui est roi peut-être dans les encablures du royaume reconnu par l'État, il doit se soumettre à l'autorité du roi qui le rejette contre griffe et travailler de commun accord avec celui que la loi a choisi. Oui, mais vous savez qu'en tout temps, on entend parler du roi de Sikekodji, roi de Bouédomendé, roi de Cotonou, tout ça, les rois qui se sont proclamés, ils deviennent quoi? Mais oui. Non, mais selon vous, ils sont devenus quoi? Parce qu'il y a une loi qui est sortie, c'est roi, donc pourquoi ils deviennent quoi? Oui, c'est... Parce que si le gouvernement n'arrache pas, selon moi, si le gouvernement n'arrache pas les couronnes, ils vont s'estimer toujours rois. Oui, comme l'a dit mon confrère, quand on porte la couronne, vous savez, c'est d'abord un fait spirituel, d'abord, culturel, même mystique. Ça voudra dire que la nature vous a conféré une chefferie. La nature vous a conféré un pouvoir. Mais aujourd'hui, c'est l'étendue de ce pouvoir qui est remise en question. C'est l'étendue de ce pouvoir qui est remise en question. Qu'est-ce qu'ils deviendront? Ils deviendront, on ne dira pas des rois de lait, mais ils deviennent rois, mais pas dans le sens de la loi. Vous êtes sûr? Je m'explique. Ok. Si je prends celui qui se dit, par exemple, vous avez pris un exemple, pour caricaturer. Oui, pour caricaturer. Si quelqu'un s'était autoproclamé roi de Cotonou, mais la loi ne l'a pas, après toutes les études scientifiques, techniques, culturelles, la loi ne l'a pas conféré ce titre. Il ne va pas prendre, disons, la couronne et la jeter dans la mer. Mais il s'agit. Qu'est-ce que je dis? Parole. Il reste dans ses 4 murs, dans son palais. Il gère les affaires quotidiennes que la coutume lui a conférées, mais il ne peut pas outrepasser les dispositions légales que la loi a déjà votées. Donc c'est pour dire quoi? En termes clairs, il ne veut pas disparaître comme du sel dans l'eau, mais ils ne peuvent plus se pavaner dans les rues, ils ne peuvent plus s'autoproclamer chef comme cela se faisait auparavant. Et donc, de manière pratique, il ne peut pas écrire, par exemple, dans sa voiture, mettre derrière sa voiture une plaque pour dire roi de Cotonou, parce que la loi ne lui confère pas d'être roi de Cotonou, par exemple. Bon, maintenant, s'il y a une cérémonie où il est invité, par exemple, on ne va pas lui dire d'enlever la couronne, mais quand il vient, il sait très bien qu'il n'est pas roi de Cotonou, parce que si par exemple Cotonou n'a pas un roi, il ne peut pas dire qu'il est roi de Cotonou, mais c'est l'autorité royale qui commande jusqu'à Cotonou, qui a la préséance de la cérémonie, et donc il peut l'assister, il peut l'accompagner, il peut l'aider dans ses tâches, mais il doit rester dans ces 4 murs, il doit rester là où la loi l'a placé. Et donc, moi je pense que c'est de l'ordre. C'est de l'ordre. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'il n'y a pas eu de remous. Parce que sache, il n'y a pas de remous. Moi, je n'ai pas vu de revendications, je n'ai pas vu de mouvement d'humeur pour contester ces désignations. Et donc, ça veut dire que cela va de soi. Eux-mêmes, ils savent très bien que leur place a été remise là où il devrait être. Ok.
Alors, monsieur Akeji, puisque vous êtes ministre dans une cour royale dont je tais le nom, et s'il arrivait que le nom de votre roi et votre royaume n'est pas reconnu par le gouvernement, quel serait le sort de cette mission? Donc, permettez-moi tout d'abord de revenir un peu sur la question relative à ce que deviendront les rois mal intronisés en griffe par rapport à la promulgation de cette loi sur la sécurité traditionnelle. Je pense que la loi était claire. Hein. Il y a des dispositions qui sont dans la loi, qui réglementent déjà, qui règlent déjà la question. C'est que pour les cérémonies officielles, c'est seulement les rois reconnus. Les 12. Les 16. Les 16 reconnus par l'État qui seront invités. Donc, c'est-à-dire que bientôt, pour la fête de l'indépendance, on n'aura plus 50 ou bien 100 rois, on aura seulement les 16. Les 16 rois. Okay. En dehors des 16 rois, on pourrait avoir des représentants ou les chefs coutumiers, et ainsi de suite. Voyez-vous. Donc, je pense qu'il y a des dispositions légales dans la loi qui règlent déjà la question. Si vous n'êtes pas reconnu par les nouveaux tests sur la sécurité traditionnelle, vous ne pouvez plus vous prévaloir du titre de roi. Vous le faites, vous vous exposez aux conséquences de la loi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Du coup, ces roitelets ont déjà conscience de la situation et ont déjà pris l'ampleur de la mesure. Si bien que depuis hier, je ne vous casse rien en vous disant que après le bouclage hier, je suis rentré après 4 heures. Parce qu'il y avait mes amis rois qui m'appelaient pour savoir ce que contenait le test. Voyez-vous? Donc c'est déjà réglementé par la C'est ce que je demandais tout à l'heure à mon confrère Abdou et Hakim. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce qu'il y a des régions où il n'y a pas de roi. Le roi n'existait pas, ils étaient autoprogrammés. Ils ont toujours la couronne de roi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont toujours garder cette couronne-là? Eux-mêmes, ils le savent, cher ami Vizier Akan, ils le savent. Du moment où nous partons du principe de l'époque coloniale, c'est quand même des experts, des scientifiques qui ont travaillé sur la question. Et ces responsables qu'on mis à la tâche ont interrogé toutes les dynasties. Toutes les dynasties ont été interrogées et les informations ont été collectées. Du coup, les résultats de ces enquêtes montrent les régions dans lesquelles il y a des royaumes authentiques ou il n'y en a pas du tout. Voyez-vous? Donc, là où il n'y a pas de royaume authentique, ces rois mal intronisés, permettez-moi l'expression, savent qu'ils sont appelés à fermer leur royaume. C'est vrai qu'on dit souvent qu'on ne change pas les règles du jeu en cours du jeu, n'est-ce pas? Voilà, donc on va peut-être les laisser finir leur royauté, leur règne. Voilà. Ok, alors monsieur Akeji, nous allons revenir sur ce dossier. Après, nous allons revenir. Actuellement, tout de suite, nous allons parler du procès d'Aïmon. Alors, ça fait 72 heures. Après, que vous inspire ce qui se passe au tribunal de première instance de Cotonou, monsieur Akeji? Merci, monsieur Vizier Akan. Je pense qu'il faut un temps pour toutes choses. Et l'heure a en fait sonné pour que la lumière soit faite sur cette ténébreuse affaire dite d'Aïmon. Mais qu'il vous souvienne que lors du régime de fin, le régime de la refondation, le régime du président Yahya Boni, le peuple béninois était sous le choc quand on avait appris la disparition de Pierre Hubert Daniel. Et comme dans un film, on nous a présenté un cadavre, soi-disant que c'est celui de Pierre Hubert Daniel. Et plusieurs années passent, le peuple est toujours resté sur sa faim. Mais je pense que le gouvernement de la rupture a bien fait de faire accélérer les choses
et la séparation des pouvoirs a eu raison vraiment de ce dossier et aujourd'hui le procès s'est ouvert. Moi je pense que c'est une très bonne initiative, une très bonne chose que l'âme de Pierre Hubert Danivo puisse avoir justice. Parce que ce n'est pas normal que dans un pays, les citoyens disparaissent et qu'on ne puisse pas savoir quels sont les tenants et les aboutissants de ce drame. Par rapport au sujet, puisque c'est quand même pendant votre tribunal de premier instance de Cotonou, mais nous ne pouvons pas trop rentrer dans le fond, mais dans la forme. Moi, je pense que les langues se délient déjà. Les langues se délient et nous sommes en train de comprendre que le sieur Alofa est une pièce maîtresse du dossier. Et quand nous faisons une lecture croisée de cette déclaration, on se rend à l'évidence qu'il est présenté comme un fait-valoir. Comme un fait-valoir, et que la forêt même est d'abord cachée, pas un arbre. Alors il faudrait alors qu'on découvre l'arbre qui se cache, mais la forêt qui se cache derrière l'arbre. Alors qu'est-ce que je me dis par là? C'est pour dire que les vrais coupables, les tueurs de Pierre Hubert Danivo sont encore dans le noir. À ce que nous pouvons retenir des derniers développements. Mais la dernière décision revient à la justice. Mais nous restons un peu, je vais dire, dans une dynamique que Alofa, le sieur Alofa, est un pion qui est positionné pour faire croire au peuple une réalité qui n'est peut-être pas la vraie. Mais moi, j'ai quand même confiance à la justice béninoise parce qu'elle a démontré qu'elle est quand même indépendante. Quand on se réfère aux plusieurs affaires qui ont été jugées avec célérité et avec indépendance, donc moi je pense que la justice fera son travail et de manière indépendante, elle tranchera pour que la lumière soit faite. Merci, M. Hakim. M. Haïti, votre avis sur le procès d'Aïvo? Merci beaucoup, chers confrères. C'est vrai que nous ne pouvons pas aborder le sujet dans le fond, mais dans la forme, permettez-moi de remercier le gouvernement de la rupture parce qu'il a bien fait d'avoir suscité ce dossier parce que l'aboutissement permettra aux parents de Hubert Pierre Danivo d'avoir la conscience tranquille. Parce que juste là, ils ne savent pas si le corps qui a été exhumé à Rome est celui de Hubert Pierre Danivo ou pas. Ils ne savent pas. Grâce aux enquêtes, grâce aux investigations du tribunal de première instance de Cotonou, on a compris que les médecins légistes ont fait un travail remarquable et ont montré que le corps exhumé était plus ou moins apparenté à celui du syndicaliste disparu dans des conditions mystérieuses. Du coup, on ne peut que remercier le président Patrice Talon et son gouvernement pour avoir eu l'initiative de programmer ce dossier pour que, en fait, les Béninois soient situés sur l'assassinat. C'est un assassinat de Hubert Pierre Danivo. C'est vrai, je l'ai dit tantôt, nous ne pouvons pas aller dans le fond du sujet parce qu'il est pendant devant le tribunal. Mais néanmoins, tous les témoins qui passent aujourd'hui devant le tribunal sont des pièces à maîtresse, constituent des pièces du puzzle pour quand même déboucher sur la réalité, les conditions, les vrais mobiles de la disparition, de l'assassinat de Hubert Pierre Danivo. Selon vous, la justice sera faite là?
Pardon? Selon vous, la justice sera faite parce que jusqu'ici, on ne comprend rien. Si, avec ce gouvernement, vous me permettrez de l'affirmer avec le gouvernement qui est en place. Je pense, à mon humble avis, que la justice sera faite. Parce que, vous savez, lorsque vous perdez un parent dans des conditions mystérieuses, cette affaire coule depuis 2010, il me semble, et que en 2025, vous ne connaissez pas les mobiles ni les assassins de votre parent, vous n'êtes pas libéré. Vous n'êtes pas libéré. Du coup, ce procès permettra de situer les Béninois sur cet assassinat. Et je pense que la justice sera faite. Alors, M. Hakim, vous avez quelque chose à ajouter par rapport au dossier d'Aïkola? Bon, moi, la seule chose que j'ai à ajouter, c'est que les coupables soient dénichés, soient punis à la hauteur de ce qu'ils frappent. Oui, permettez-moi. Moi, je pense que ce que je veux de ce procès, est que les coupables soient démasqués et punis conformément à la rigueur de la loi. Ok, merci M. Aïtidji, merci M. Abdou. Maintenant, nous allons parler des confidences du chef de l'État lors de l'entretien qu'il a accordé à Jeune Afrique. M. Aïtidji. Oui, M. Liziakan, je suis un peu, je ne sais pas, gêné d'aborder cette question. Pourquoi? Parce que Olivier Bokor et le chef de l'État, Patrice Talon, c'est des amis, c'est des compagnons d'infortune et de fortune, comme l'a dit le président de la République. Du coup, parler de cette affaire est un peu compliqué. C'est vrai qu'il y a eu, on a été alerté sur une situation de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Il y a eu des arrestations, il y a eu un procès, des gens ont été condamnés. Aujourd'hui, le chef de l'État a décidé de faire des confidences. Et il a dit, il est revenu sur le lien d'amitié qu'il y a entre lui et Olivier Bokor, et puis après, tous les pouvoirs qu'il lui a conférés. C'est quand même de vieux amis. N'est-ce pas? C'est quand même de vieux amis. Et déboucher sur un coup d'État, c'est quand même compliqué. Vraiment compliqué, mon cher confrère. Le chef de l'État, c'est bien qu'il ait fait cette confidence à Jeune Afrique. Moi, je ne vais pas me permettre de le commenter. Mais ce que je regrette, c'est que cette initiative soit prise pour interrompre la dynamique de développement que nous connaissons, que le Bénin connaît depuis 2016. Qu'il vous souvienne que depuis 1960, que le Bénin a pris son indépendance, c'est vrai que les chefs de l'État se sont succédés, il y a eu des actions qui ont été posées, il y a eu des programmes d'action de gouvernement qui se sont succédés, mais jusqu'en 2016, ce que le gouvernement de la rupture a réalisé de 2016 à 2025 aujourd'hui, on n'a pas constaté de 1960 en 2016. Or, si nos différents... Alors, selon vous, c'est-à-dire les autres chefs d'État n'ont pas travaillé? Non, non, je ne dis pas ça. Okay. Si les autres chefs d'État qui ont présidé la magistrature suprême avaient eu la clairvoyance, avaient eu la vision, la dynamique de s'inscrire dans la vision du leader, le président Patrice Talon, du leader que nous avons aujourd'hui, je ne pense pas que le Bénin serait encore à cette étape. Parce que lorsque vous voyagez, lorsque vous allez hors des frontières nationales, vous réalisez que franchement, chez vous, rien ne se passe. Rien ne se passe. Et qu'il faudrait un gouvernant responsable, un gouvernant fou entre griffes, comme Patrice Talon, pour réaliser les exploits qui sont enregistrés aujourd'hui. Parce que pour y arriver, il a fallu des réformes, il a fallu des sacrifices,
il a fallu que nous serrons des ceintures, il a fallu que des gens soient quand même mis en arrestation, je dirais, les acteurs de la corruption, ceux qui s'incrustent, ceux qui s'illustrent dans la corruption, dans le détournement de deniers publics, soient mis hors d'état de nuit pour que ces ressources-là soient servies au développement du pays. Et il fallait un président, chef de l'État comme Patrice Talon pour y arriver. C'est vrai, je vous rejoins parce qu'il y a 3 ans, moi j'étais rentré au pays, arrivé à l'aéroport de Kadiamou, je me perdais. Je dis, mais nous sommes ici, où ici? On me dit que c'est Bénin. Je dis, mais Bénin, voilà, il faut tirer le chapeau. Alors, monsieur Hakim, votre avis sur la confidence faite par le chef de l'État sur la chaîne de télévision Jeune Afrique? Voilà. Merci, mon cher Vizir Akan. Il fallait cette confidence. Il fallait que le président se lâche parce que dès l'entame de cette affaire de tentative à la sûreté de l'État, comme on le connaît, une personnalité forte mais qui parle peu, il n'a pas publiquement parlé, il n'a dit des mots publiquement sur cette affaire. Au point où l'opinion publique se demandait mais quel est l'état d'âme de l'ami de M. Olivier Boko. Mais aujourd'hui, avec la confidence du chef de l'État, l'opinion publique a une idée de son état d'âme. Je pense que c'est un homme qui a été moralement choqué par cette trahison de son ami, à qui il avait presque tout donné. Il a dit dans les confidences qu'il lui a conféré même sa garde personnelle. C'est M. Olivier Boko qui assurait la garde personnelle du président de la République, le président Patrice Talon. C'est quand même une marque de confiance très élevée. Et je pense que quand un homme vous fait confiance à ce niveau, à ce degré, il n'est pas bienséant de penser à agir contre lui. Moi, je ne vais pas prêter d'attention à M. Olivier Boko. La justice a déjà vidé le dossier. Et l'opinion publique sait déjà tous les tenants et les aboutissants de ce dossier, qui a d'ailleurs défait la chronique. Mais moi, je pense que dans la vie, il y a des attitudes qu'il n'est pas bienséant d'avoir. Il y a des postures qu'il ne faut pas avoir, surtout quand un ami vous fait confiance. Aujourd'hui, nous voyons que le chef de l'État est contrarié par rapport à cette affaire, au point où il est allé dire que son ami est devenu un monstre. Il l'a déclaré. Alors ça montre le degré de contrariété qu'il a eu quand cette affaire est devenue une réalité. Et moi, je pense qu'on ne peut que lui souhaiter du courage, comme il en a d'ailleurs. Il est une personnalité forte qui aime gagner. Compétiteur né, d'ailleurs lui-même il a dit, il n'aime jamais démordre. Je pense que cette affaire ne va pas l'affaiblir. Et d'ailleurs, il a dit qu'il va rester vigilant quant au choix de son successeur en 2026. Cela montre qu'il est déterminé à faire grandir le Bénin et qu'il a une forte ambition pour le Bénin. Et comme l'a dit mon confrère Odi, et que d'ailleurs tu as validé, le Bénin a beaucoup changé, le Bénin bouge aujourd'hui. Et quand nous prenons les performances économiques, le Bénin bat plusieurs records. Et cela voudra dire que c'est une dynamique qu'il faut maintenir. Et quand une dynamique continue, et quand quelqu'un du système veut s'en prendre à cette dynamique, je pense que ce n'est pas bien. Alors ce qu'il faut, c'est de soutenir les bonnes ambitions de développement. Nous ne disons pas de soutenir la politique, mais il faut soutenir ce qui est
développement. Alors moi, je pense que cette dynamique de faire porter le Bénin encore plus haut devrait continuer, parce que si le Bénin bouge pour nos enfants, le Bénin bouge pour nous aussi. Et plaise à Dieu que le Bénin ne tombe jamais dans une affaire de coup d'État. Alors, M. Etchedi, est-ce que vous avez quelque chose à apporter par rapport aux confidences du chef de l'État lors de son entretien qu'il a accordé à Jeune Afrique? Je voudrais que tous les Béninois, de façon unanime, tressent le laurier à un homme, au colonel Théo Edré, qui, grâce à son intelligence, a su former le chef de l'État du coup, qui était en train d'être fomenté. Sinon, le Bénin aurait devenu un théâtre comme ce qui s'est passé tout récemment dans la sous-région. Voyez-vous, grâce à sa témérité, ce coup a été déjoué et le pays a continué son développement. M. Hakim? Oui, je crois que c'est réel. Il faut saluer la loyauté de l'homme. Vous savez, dans presque tous les pays où les coups d'État ont réussi, c'est le poste clé qu'occupe le colonel Théo Edré qui l'a toujours validé. Et il aurait pu peut-être être déjà l'actuel président de la République. Mais il n'a pas lorgné ce fauteuil, il n'a pas accepté toutes les offres mirobolantes qu'on lui a faites. Il a préféré être loyal et il a demandé à insister à voir le chef de l'État et à poser le problème. Par rapport au procès, moi, je n'aimerais pas, disons, trop remuer encore les choses, mais j'aimerais clarifier une chose. Beaucoup se disent que est-ce que c'est réel, est-ce que ce n'est pas du montage, est-ce que ce n'est pas un coup fomenté pour éliminer un adversaire politique. Mais moi, je pense que ce n'est pas vrai. Parce que quand nous avons suivi de bout en bout le déroulement du procès, on se rend compte qu'effectivement, il y a eu tentative à la sûreté de l'État. Donc, moi, je pense que les gens doivent être incrédules pour douter de cette affaire de tentative à la sûreté de l'État. Et quand les gens disent aussi que le procès n'est pas équitable, que les prévenus n'ont pas bénéficié du droit à la défense, mais moi, je pense que ce n'est pas réel parce que toutes les occasions leur ont été données pour qu'ils aient de la défense. Et ça a été une stratégie qu'ils ont développée pour ne pas se donner eux-mêmes de la défense et pour, en conclusion, dire qu'ils n'ont pas eu droit à la défense. Donc, moi, je pense que c'est un fait réel, prouvé. Et alors, aujourd'hui, nous devons saluer la détermination et le courage du colonel Théo Edré, comme l'a dit mon confrère Haïti, qui a su mettre la puce à l'oreille du chef de l'État et qui n'a pas lorgné le poste, et qui n'a pas regardé les privilèges et les avantages qu'il aurait pu avoir en perpétrant ce coup d'État. Merci. Alors, M. Ekegi, parlez-nous de l'exposition universelle au Sacra 2025, puisque vous êtes un journaliste culturel. Avant d'aborder ce volet de l'émission, permettez-moi de revenir un peu sur la question des confidences du chef d'État. Ok. Voilà, je voudrais que les Béninois soient fixés. Jusqu'à preuve de contraire, Olivier Bokor n'est pas un adversaire politique du président Patrice Talon. Les deux sont des amis, les deux sont des associés, parce qu'auparavant, ils avaient eu à faire des affaires ensemble. Et puis, le chef de l'État, dans cette confidence à Jeune Afrique, l'a souligné, qui lui a conféré beaucoup de pouvoirs judiciaires au niveau de la justice, au niveau des affaires, au niveau des organisations de la société civile, au niveau des partis politiques. Monsieur Olivier Bokor avait les coups de France pour intervenir au nom du chef de l'État. Du coup,
on ne saurait faire cette liaison d'adversaires politiques. Le chef de l'État était dans une dynamique. C'était quoi? C'était que il ne souhaiterait pas que ce soit un des signes de son milieu proche qui soit son dauphin. C'était ça sa vision. Du coup, on ne saurait parler d'adversaire politique et conférer le titre d'opposant. Parce que quand on parle d'adversaire politique, c'est l'opposition de conférer le titre d'opposant à M. Olivier Bokor. Voilà, ceci étant, par rapport à l'exposition universelle à Osaka 2025, qui aura lieu au Japon du mois de juillet, je pense bien, en octobre 2025. Voilà, on ne peut que remercier une fois encore le chef de l'État et son gouvernement pour cette vision. Pourquoi? Parce que à l'avènement du régime de la rupture en 2016, le gouvernement avait pris l'option de faire du tourisme le levier de l'économie béninoise. Et depuis que moi je lis l'actualité culturelle, l'actualité politique, l'actualité économique du pays, je pense que le gouvernement fait des efforts. Tout d'abord, il y a eu le rapatriement des trésors royaux qui s'était effectué où la France a libéré des trésors royaux au Bénin. Et puis après, il y a eu des expositions de l'art contemporain au Maroc, en Martinique, à Dubaï, à Venise, plus récemment en France. Je pense que l'Osaka 2025 est la suite normale des choses où le Bénin va encore une fois se révéler sur le plan touristique, sur le plan culturel, sur le plan artistique et sur le plan numérique et sur le plan économique. C'est pour cela que je disais qu'il fallait une fois encore remercier le chef de l'État et son gouvernement. Alors, M. Abdou, vous avez une idée sur l'exposition universelle? Mais oui, je crois qu'il y a eu une conférence de presse qui a annoncé l'événement. Je pense que c'est aussi l'une des prouesses du choix de la rupture qui a fait de la culture et du tourisme un levier important qui doit participer à l'essor économique du Bénin. Et vous savez, quand on parle d'un pays, son identité, son âme se retrouve dans sa culture. Et je pense que le chef de l'État l'a compris et il en a fait son cheval de bataille. Et comme l'a rappelé mon frère Audi, il y a eu plusieurs expositions, par exemple des 26 trésors royaux. Et quand nous prenons même le Bénin, vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de monuments, il y a des monuments forts, par exemple la place de l'Amazone, par exemple, qui est là au Bénin aujourd'hui, qui fait la fierté du Bénin. Aujourd'hui, beaucoup de touristes se bousculent. Voilà, il y a la place de Biogara. Il y a aussi, par exemple, Kodou Days, qui chaque année aujourd'hui fait aussi du tapage. Donc je pense que le chef de l'État a compris ce aspect des choses. Et l'exposition universelle Osaka 2026 rentre dans cette dynamique de révéler le Bénin, à la face du monde. Donc je crois qu'on ne peut que saluer ce qui est bien. Et quand c'est mauvais, nous le dirons aussi. Et nous ne sommes pas là que pour applaudir, mais quand c'est bon, il faut le dire. Et je pense que c'est une très bonne initiative. Alors, M. Aïtiti, votre mot de fin? Déjà, je voudrais tout d'abord vous remercier l'équipe de l'émission pour nous avoir reçus cet après-midi et remercier les nombreux téléspectateurs de l'émission et vous dire d'avoir confiance en la justice de notre pays parce que elle est indépendante, à mon avis. Elle est vraiment indépendante quand je fais le lien avec l'affaire tentative de coup d'État.
quand je fais le lien avec l'affaire procès d'Aïvo qui est en cours actuellement. Mais n'oubliez pas ici, il y avait un temps à faire ici aussi qui était un sujet brûlant. Ah, oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que cette question avait été vidée. Pour toutes ces raisons que je disais qu'il fallait vraiment remercier la justice béninoise pour son indépendance et saluer le leadership du chef de l'État et de son gouvernement pour les merveilleuses choses qu'ils nous réalisent depuis 2016 pour le développement du pays. Alors, monsieur Abdou. Oui, merci, cher Akam. Pour conclure, moi, je dirais qu'il faut maintenir la dynamique de développement. J'aimerais qu'il faut qu'on comprenne. Je dis la dynamique de développement, je ne dis pas de maintenir un système, nous ne disons pas de maintenir une politique, mais nous disons de maintenir la dynamique de développement. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire de soutenir tout ce qui contribue à l'essor du Bénin. Et la plupart des pays qui se sont développés ont pris cette allure, c'est-à-dire qu'ils ne reviennent pas en arrière en matière de développement. Quand un système arrive, le système poursuit dans la même dynamique pour faire progresser le pays. Moi, je pense que le pays africain devrait tirer exemple de cette dynamique-là. Et avec les sujets que nous avons débattus ce soir montrent à succès que le Bénin progresse. Que le Bénin progresse parce que vous voyez, ce procès de Pierre Hubert Daïvo pourrait être vidé depuis le régime de la refondation. Et c'est resté dans le silence radio jusqu'à ce qu'aujourd'hui, heureusement, le pouvoir de la rupture l'est sorti du tiroir pour que le Bénin soit fixé. Et cela montre effectivement que nous avons un gouvernement qui a le courage politique. Et aucune œuvre politique ne peut se réaliser sans le courage. Et le gouvernement de la rupture a ce courage politique qui a salué et qui regarde en face les problèmes et qui les règle sans état d'âme pour que le pays progresse. Je pense qu'il faut soutenir la dynamique de développement. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission Carnet de presse. Nous avons comme invité Odi Ildefonse Aïdjidji. Il est journaliste, chef de l'édition du journal Le Matinal à Cotonou. Et puis nous avons Abdou Hakim, journaliste, directeur de publication du journal Option Quotidien. Alors, M. Aïdjidji, merci. M. Hakim, également, merci à vous. Merci d'avoir honoré de votre présence sur ce plateau. C'est un plaisir d'avoir à mes côtés mes deux doyens qui ont partagé ce plateau avec moi cet après-midi. Alors, chers téléspectateurs, merci. À la prochaine.